Le plateau, bonsoir. Le décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi, 19h, 21h, 18h, 20h, en temps universel. Et si les chefs traditionnels de l'Aléquier avaient vu juste, eux qui, dans leur première sortie datée du 25 janvier 2023, et parlant du mode opératoire de ceux qui, ayant assassiné Martinez Zogo, indiquaient qu'il s'agissait d'un crime d'État impliquant les services de sécurité de l'État. Leur rétropédalage, observé 2 jours plus tard, prenait son fondement sur la pression mise au chef de l'État en rapport avec le sort à réserver à la dépouille de Martinez Zogo. D'après le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, la commission mixte gendarmerie-police mise sur pied sur instruction du président de la République pour faire la lumière sur l'assassinat de Martinez Zogo, les investigations menées ont permis l'arrestation de plusieurs personnes dont l'implication dans ce crime odieux est fortement suspectée. Selon Reporters sans frontières, depuis le début de l'enquête, une vingtaine de membres de la Direction générale de la recherche extérieure, DGRE en abrégé, dont son patron et son directeur des opérations ont été arrêtés. Madame, Monsieur, tout à l'heure à 20h, c'est la deuxième grosse et grande édition du 20h depuis le siège mobile Bonacoman, Equinox Télévision avec JBB. Tout de suite après, ce sera Equinox Soir, deuxième partie. Le temps du débrief, place tout de suite au débat avec l'affaire Martinez Zogo, une fois de plus. Est-ce une affaire d'État? C'est le fait du jour, Madame, Monsieur. Pour en parler, nous avons invité en plateau ce soir Barrister Tamfou Richard. Good evening, you're welcome. Happy New Year. Thank you, Serge Alain. Good evening to my co-panelists. Good evening to all those Cameroonians who are watching, especially my parents who are presently in Sancho watching this program. Are you sure? Yes, definitely, because I told them that I will be here. Yeah. And also to my fans who have been asking that why is it that I'm absent on their programs all this while. So I think today they are reassured that I am here, and I want to tell them that it's as a result of the renovation that I'm seeing, and I think that is the opportunity for me to congratulate the management of Equinox for this wonderful job that has been done. I'm happy to be here. Okay, thank you. Bonsoir, César Kelbé. Bonsoir Serge Alain, c'est toujours un plaisir d'être là et je vous remercie de m'avoir invité, n'est-ce pas, pour échanger avec mes copanélistes de ce sujet ô combien sensible. Mais déjà, je vais dire bonsoir à toute ma petite famille, à mes filles qui me regardent depuis la maison. Je leur ai dit que je serais là sur le plateau ce soir et elles m'ont posé la question de savoir quel était le sujet. Une fois que je leur ai dit le sujet, vous savez, papa, il ne faut pas qu'un Prado noir vienne garer devant chez nous. J'ai tout de suite compris que nous allons aborder un sujet de haute sensibilité. Bonsoir le Cameroun, bonsoir à nos copanélistes. Docteur Luzin Souma, bonsoir. Bonsoir Serge Alontou, bonsoir à tous vos nombreux téléspectateurs. Permettez-moi de saluer, si nous allons en convenance, les autres copanélistes avec lesquels nous allons certainement éclairer la lanterne de nombreux téléspectateurs sur des sujets aussi sensibles. Monsieur Kelbé venait de le dire. J'en profite pour saluer 2 téléspectatrices qui elles sont accrochées à cette émission tous les jours. Banana Karine et Banana Aimé Isabelle qui regardent cette émission aujourd'hui, spécialement parce que le sujet étant sensible, elles m'ont fait le même reproche que les enfants de M. Kelbé, qu'il faut faire attention, il faut savoir manier la langue pour que, pas une Prado, peut-être une milice vienne vous accueillir à la sortie de l'émission. Donc je voudrais leur assurer que ce sera bien fait et nous allons utiliser tous les moyens possibles pour que les téléspectateurs comprennent mieux le sujet mis en débat. Docteur Richard Mono, bonsoir, bienvenue, fois de plus. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à tous les co-discutants du soir, bonsoir à tous les téléspectateurs de votre programme. Une fois de plus, très ravi d'être sur votre plateau. Merci pour cette opportunité que vous m'offrez en me permettant de rentabiliser ma présence ici à Douala dans le cadre des activités
d'Equinox Radio, Equinox Télévision. J'aimerais comme ça rassurer les uns et les autres que nous sommes droits sur nos deux pieds pour ce qui est de l'édification des masses, pour ce qui est de la dénonciation des méfaits de l'ordre de 82, rassurer les uns et les autres que nous sommes assez déterminés parce que à une certaine époque de l'histoire des nations, il est important qu'il y ait des individus qui prennent les devants de la scène et s'imposent comme ça, comme ceux qui sont prêts à se sacrifier. Vous savez, si aujourd'hui nous vivons cette situation assez rocambolesque, cette situation assez difficile, c'est parce que à un moment donné, ceux qui devaient porter le combat de la libération et de la libéralisation du champ politique camerounais se sont essoufflés, ils sont rentrés dans un terrible pessimisme, ils sont rentrés dans le défaitisme, ils n'ont pas cru qu'ils pouvaient venir un jour à bout de l'ordre de 82. Or, à cet instant précis où nous observons une certaine déflagration de cet ordre de l'intérieur, à ce moment précis où nous observons déjà une certaine putréfaction de l'intérieur avec des odeurs qui sortent de plus en plus avec des assassinats, avec des malversations financières spectaculaires, il est important que les uns et les autres soient plus confiants et se dire, malgré la présence des Prados, malgré la présence de la répression qui continue de planer, il y a que l'ordre de 82 est en train de s'effriter. Si l'affaire Martinez-Zogo aboutit, ou alors connaît un aboutissement heureux, je vous assure, ça sera une colonne vertébrale assez importante de cet ogre qui va s'effondrer. Et il va falloir que les forces qui militent pour le changement soient prêtes, qu'elles commencent déjà à mener des stratégies pour capitaliser, parce qu'en politique c'est aussi ça l'opportunisme. Comment est-ce qu'on fait pour rentabiliser les problèmes que connaissent aujourd'hui les gens de 82? Et je pense que nous autres, nous sommes dans une opération sacerdotale. C'est vous qui donnez les pistes, hein? Bon, en fait, déjà en tant que chercheur en sciences politiques, je me dois d'offrir des pistes, des voies de sortie à notre opposition. Étant militant du changement, militant de la démocratie, militant des droits de l'homme, il faut soutenir tous ceux-là qui opèrent dans le changement. Donc en tant que chercheur, il faut leur fournir des outils, des matériaux intellectuels pertinents pour qu'ils tiennent. Il faut également les accompagner de manière physique, parce qu'il ne suffit pas seulement de rester dans des laboratoires, de produire des articles que personne ne lit, produire des thèses de 800 pages que personne ne lit. Il faut aller vers les masses pour leur expliquer ce que vous avez appris à l'école pour que cette masse bénéficie de ces différents substrats intellectuels accumulés, permettre à cette masse de comprendre qu'à un moment donné, il y a des marges de liberté que nous offre l'ordre de 82. Comment est-ce qu'on fait pour les exploiter, pour affirmer notre citoyenneté? C'est dans ce travail que nous nous investissons et nous disons que quel que soit le coût, quel que soit le prix, quelle que soit la répression, quels que soient les blocages, il va falloir qu'à un moment donné, qu'on dise à ces gens que tout le monde n'est pas né pour être riche, tout le monde n'a pas l'œil sur l'argent, tout le monde n'a pas l'œil sur les voitures. Il y a ceux qui sont mus par leurs convictions. Ça veut dire que la seule chose qui les dirige, c'est tout simplement leur manière de voir la société, la vision de la société, faire comprendre à ces gens que tout ne se résume pas au Pécrus ou au Dom Pérignon. Il y a des gens qui ont des valeurs, des gens qui sont prêts à mourir, non pas pour de l'argent, non pas pour des voitures, mais prêts à mourir par rapport à leurs convictions. Et les convictions qui nous animent, ce sont des convictions humanistes. Ça veut dire que ceux qui sont en face de nous sont d'abord des hommes, Des gens se plaignent aujourd'hui, on a tué Martinez-Zogo. Mais ils oublient que ces gens ont commencé d'abord par torturer les gens comme Mama Pilon. Ce sont des gens qui sont prêts à tout lorsqu'il s'agit de la conservation du pouvoir. Mais qu'est-ce qu'on fait donc en face? On s'en va en exil. Je vous rassure, si je vous dis le nombre de propositions reçues pour que je quitte le pays, entre-temps, vous allez seulement vous renverser. Tout simplement parce que des gens pensent qu'il faut fuir ces gens. On ne doit pas les fuir, on doit les affronter. Et ce n'est même pas ce moment précis qu'on doit les fuir. Parce qu'ils sont défaits. En tout cas, ils sont en état de putréfaction. Il faut maintenant rester tout simplement debout, fuir un peu les prados, essayer de jongler pour que les prados ne nous renversent pas. Mais sinon, après les prados, là, ça sera tout simplement une défaite totale de l'ordre dominant. Donc moi, je ne donne plus assez de temps à l'ordre dominant. Je sais que dès que M. Biapol part, tout ce beau monde-là, ça sera la débandade et nous aurons en face.
Vous aurez en face? Vous, les Oui, nous aurons en face, leurs enfants ont fait les mêmes écoles que nous, on a même été parfois brillants. Donc vous n'allez pas me demander de fuir le fils de Sadi ou le fils de Jacques Pamondongo tout simplement parce que son père était un en haut d'en haut. Je pense que nous devons rester pour ceux qui ont subi des injustices, pour ceux qui continuent de subir l'injustice, que cela se constitue plutôt, non pas en parti d'opposition segmentée ou alors en parti ethnique segmenté, il faut qu'il se constitue autour d'une base qui me semble plus pertinente, qui me semble un peu plus porteuse, c'est-à-dire la base des en bas d'en bas. Si on déclenche une opposition, les en bas contre les en haut d'en haut, je vous assure, l'ordre dominant va tomber peut-être après 2 mois ou 3 mois. On était en phase de civilité, hein? Docteur Monon, vous avez déjà insulté la civilité. Non, c'est que, Serge, lorsque vous avez les échos, lorsque vous recevez les échos de la nation, oui. Lorsque vous prenez le temps de réécouter certaines choses, vous vous demandez, mais qui a donné l'autorisation à ces gens de faire croire à l'opinion qui se sont fait établir à eux seuls le titre foncier du Cameroun? Donc des gens sont dans un pédantisme, des gens commettent un meurtre comme celui de Martinez Zogo. Ils savent bel et bien que ça va pourrir et que les odeurs sortiront. Nous, on sera au courant qu'ils l'ont tué. Mais ils le font d'abord parce qu'ils vous disent que bien Kadbona la Dom Turbo. Mais il y a une commission d'enquête quand même, docteur Mono. Il y a une commission d'enquête depuis le 27 janvier dernier qui, la deuxième sortie du ministre d'État nous a permis de savoir qu'une vingtaine de personnes avaient déjà été arrêtées. Oui, mais ce n'est pas Aristide Mono, ce ne sont pas les gars de Mokolo qui ont été arrêtés. On connaît les qui ont été arrêtés. Voilà, c'est d'où la thématique ce soir. Serge Henri Kadbé, vous suivez cette affaire, on va le dire comme ça, depuis que le président a instruit cette commission mixte, gendarmerie. On communique, c'est souvent 5 jours après, le ministre d'État Ferdinand Ngongo revenait à nous dire que bon voilà, depuis cette date-là, des personnes ont été interpellées et ça continue même. On a encore eu la preuve hier. Vous avez espoir? Comment vous regardez tout ce qui se passe depuis le 27 janvier sur cette affaire Martinez Zogo? Serge Alain, j'espère que vous avez bonne souvenance que nous étions sur ce plateau le 18 janvier, oui, alors que Martinez avait disparu un 17, la veille. Et nous avons essayé de discuter ensemble pour voir est-ce qu'il fallait qu'on traite de ce sujet. Mais comme vous êtes une chaîne, un groupe sérieux, une chaîne de télévision sérieuse aussi, on ne pouvait pas aller dans la rumeur. Il fallait avoir des éléments. Et parce que j'ai les éléments qui nous viennent, n'est-ce pas, de Reporters sans frontières, pour répondre à la question que vous m'avez posée par rapport à la commission que le chef de l'État a mise en place depuis le 27 janvier, oui. C'est pour dire que vous connaissez l'homme. Si, dans le silence qu'on lui connaît, cette fois-ci, il est sorti pour demander la mise en place d'une commission mixte et qu'une instruction soit mise sur pied pour connaître la vérité et la lumière dans cette affaire. Il faut dire premièrement que plusieurs chancelleries occidentales se sont prononcées dans cette affaire. Que ce soit l'ambassade de France, que ce soit l'ambassade des États-Unis, c'est pour comprendre un peu quelles sont les pressions que le Cameroun, par son chef, avait. Cette commission étant donc mise, il faut noter que certainement, le chef de l'État, qui est très renseigné, avait déjà quelques informations. Et je salue ici, n'est-ce pas, l'un des maîtres à jouer de cette commission que j'ai connu lorsqu'il était commandant du groupement. Je lui dis bonsoir, qu'il fait du très bon travail. Les Camerounais sont avec lui et derrière lui, il a toute la bénédiction des patriarches qui sont allés faire, n'est-ce pas, des prières là où on a trouvé le corps. Je suis certain que sortira de là, n'est-ce pas, des informations ou alors un résultat beaucoup plus poussé que celui que nous connaissons actuellement. C'est-à-dire, il faut aller au-delà de l'assassinat crapuleux, odieux de Martinez Zogo.
certainement, il y avait d'autres choses. Les jours qui viennent nous donneront certainement d'autres informations. Parce que, voyez-vous, Martinez donnait des informations sur les activités d'un opérateur économique. Et cet opérateur économique avait des ramifications à plusieurs niveaux de l'État. D'où, n'est-ce pas, la question que vous posez ce soir, est-ce que c'est une affaire d'État? Mais oui, mais que oui, Serge Alain. Puisque ce fournisseur de services a fourni des services jusqu'au plus proche collaborateur du chef de l'État. Moi, j'ai vu des listings qui se baladent dans les réseaux sociaux chez quelqu'un ou lorsque vous fournissez déjà du matériel à la direction de la sécurité présidentielle, ce n'est pas n'importe qui. Mais figurez-vous que vous avez quelqu'un qui livre des marchés à la présidence de la République et qui est cité dans un meurtre. Je pense que le chef de l'État a eu raison de se poser beaucoup de questions et d'instruire une enquête. Et comme je vous disais, il faut aller au-delà parce que certains services proches du chef de l'État sont indexés. Et cette enquête a démarré avec l'interpellation du patron de nos services de renseignement et avec certains de ses collaborateurs. Je pense tout simplement que il ne faut pas commencer cette enquête au niveau de l'assassinat de Martinez-Ogo, mais qui ont donné les documents au journaliste Martinez-Ogo? Est-ce qu'ils étaient conscients que ces documents allaient créer du grabuge? Pourquoi ne l'a pas protégé? Parce que si je m'en tiens encore à l'échange que votre confrère Aman Mana a eu avec Alain Foucault lors d'une émission, Martinez était la veille, le 16, chez votre confrère Aman Mana, en lui disant qu'il est menacé et que lui aussi, Aman Mana, est sur une liste. Pourquoi il était menacé? Parce qu'il dénonçait avec la dernière énergie la gabégie, le clientélisme et tout le système mafieux qui était autour de certains ponts du régime qui travaillent avec le chef de l'État. Pourquoi il n'était pas protégé? Est-ce que c'était pour faire tomber un système? Parce qu'on assiste là aujourd'hui, comme Aristide le disait, mais il n'est peut-être pas entré dans le fond, on assiste à une bagarre entre deux camps qui essaient de se neutraliser. Parce que si ceux qui ont donné les documents à Martinez étaient conscients de l'effet, du séisme que ça allait créer, c'est parce qu'ils veulent neutraliser d'autres adversaires. Bon, donc, à mon avis, l'enquête instruite par le chef de l'État ne doit pas seulement évoluer dans un seul sens, mais devrait, comme on dit en logistique, dans la supply chain, avoir des informations de haut en bas. Parce que certainement, en exploitant aussi les téléphones de Martinez, dont on dit qu'ils sont à la disposition des enquêteurs, on devrait voir certainement certains échanges qu'il a eus bien avant qu'il ne soit assassiné. Donc, à mon avis, le fait que le chef de l'État ait instruit cette enquête, c'est une affaire d'État. Et si on revient à ce que Reporters sans frontières a dit, certains noms très haut placés sont cités. Et nous ne serons pas, n'est-ce pas, étonnés de voir les jours qui viennent d'autres interpellations pour voir clair dans cette affaire. C'est un crime odieux. Nous avons eu l'assassinat le meurtre de l'évêque. Je pense qu'à cette époque, le chef de l'État ne s'était pas, n'avait pas donné des instructions comme celles d'aujourd'hui. Je crois peut-être que c'est un crime de trop. Ou alors, moi je dirais tout simplement que plusieurs Camerounais, tels qu'Aristide, iront certainement les jours qui viennent ou les années qui viennent se prosterner devant la tombe de Martinez-Ogo parce qu'il a contribué à libérer ce pays, n'est-ce pas,
d'un système mafieux qui s'était carrément mis en place autour du chef de l'État. Voilà. Barrister Tamfou, cette situation, c'est un crime d'État pour Serge-Henri Kalbès, ça ne fait aucun doute, au regard des personnes qui jusqu'à aujourd'hui ont été interpellées. C'est pas le citoyen lambda qui a été interpellé, ça fait quand même, ça fait parler du patron du renseignement, c'est costaud quand même. Hein? Yes, Serge Alain, you see, only maybe those who are naive will not be able to analyze what is ongoing. What we are witnessing today is a war of succession. And Carrément? yeah, it's a war of succession. That's the truth about it. Martinez Ogo just maybe came to precipitate things. If you have noticed, I think for the last maybe 10 years, we all know how our President of the Republic has been behaving. Very reserved. You will not see him come out to address burning issues. And we can also associate that with his age. But I think that for once, I think it is time that we can congratulate the head of state to have come out clean and clear. Yes. That we cannot remain in a state of law, and which is what he always sings. And it is a constitutional obligation on his part to protect both properties and lives of Cameroonians, and that a Cameroonian is killed at the heart of the capital city. I think if they can do that, then even him himself who is on seat, they can also attack him and kill him. So I think his outing this time around is to really tell us that he's not, those who are already agitating, because those who are agitating about his succession, maybe it's a message that he's telling them that I am still alive. Wait until I'm not more there before you start agitating. So it is clear that we are seeing two opposing camps. And even before this Martinez Ogo incident happened, we had rumors that were grooming around the around the Olympic Municipal Stadium, and we saw the pressure that was being Olympic complex. The Olympic complex. We saw the pressure that was mounting, and after exchanges of the Minister of Sport, and we saw how strong those exchanges were. The next days that followed, we saw how the two parties were in agreement and were visiting the field. So probably many things happened. So with this incident of Martinez Ogo, the other camp now came up to the rostrum to say the opportunity has been given and we need to hit very hard. Just that those who were behind it never knew that the head of state maybe will have a keen attention. They always knew that, well, he's very silent, he's always indifferent, and they can do anything as they used to do and he will just pass. But the ill luck that they had this time around is that with what happened, and with the pressure that was being mounted, and it's not Martinez Ogo. I've also seen other journalists who were killed, but we have never seen the head of state coming to the rostrum this way. So I think what was done already was so much on an excessive note, and I think the president decided that he will not sit and allow or see that people are already fighting on his seat when he's alive. I think he came out and we saw that the inactive of the judiciary, because what is happening now, we can call it an administrative investigation, because this is not actually a judicial investigation. Because when the crime, so when the crime happened, we saw how the judiciary, which we have been decrying for long, as the judiciary is corrupt, as almost all Cameroonians have lost trust in the judiciary, we saw how the judiciary remained inactive. And I think these are some of the ingredients. On vous a toujours dit que l'enquête était ouverte. Hein? Yes, but they told you, but you were not actually seeing. This is a crime that has been committed. Judicially, you had to see maybe the procureur, ouais. Attorney General come out to maybe pilot the investigation. But we saw how indifferent he was. And it is only after several days that the President took upon himself to put in place an administrative investigation. And that's why you see things are going in a very speedy way. A commission has been put, both mixed police and gendarmes, and you see that. Vous, en tant qu'avocat, Barrister Tamfou, comment vous appréciez ce qu'on a appelé cet interventionnisme du chef de l'État dans le judiciaire? Comment vous avez apprécié ça? You see, the way our Le fait que, de l'autre côté, ça ne bougeait pas, vous appréciez l'entrée dans cette affaire du président de la République? The way our constitution is programmed is arranged. The president is in his right, Ouais. because we know that when we talk about separation of powers, it is the President of the Republic who is the head of the Higher Judicial Council. Ouais. The President of the Republic can use his executive powers to
come to the rostrum anytime that he thinks that the security situation of the state is threatened. So what he ordered is an administrative investigation, and he is in his role because the judiciary failed to do so, or he lost trust in the judiciary. So what he's doing is within the law and is guided. So, and you see that when the mixed commission of investigators was set up, the procedure listed in the criminal procedure code are respected. They will arrest you, they will interrogate you, and if there are evidence against you, you definitely have to face the court. Est-ce qu'à ce stade, ils ont droit à l'assistance des conseils d'avocats? Definitely, it is a right, automatic right, no matter the crime you have committed, because at this stage they are still presumed innocent until proven guilty. So, and you see that even those who come out to communicate on it take a lot of prudence, because they are arresting somebody does not mean that the person is guilty. The person has been arrested for interrogation. Maybe after the interrogation, if they see that no elements are constituted against you, maybe the person will be released. Okay. But if there are elements, then the person will have to face the law. Okay. Docteur Luzin Soban, à ce stade, tous les ingrédients, tous les éléments sont là pour qu'on parle d'une affaire d'État. Ça, j'allais que vous avez très bien intitulé une affaire d'État, et État écrit en majuscule. Non, ce n'est pas d'abord le point d'interrogation, mais c'est d'abord que État écrit en majuscule. Cela renvoie donc à l'institution. C'est-à-dire que, et non à une association comme toutes les autres. Mais ici, il s'agit de l'État. E majuscule en tant qu'institution. Et quand on parle de l'État, juridiquement, on dirait que c'est une personne morale du droit public, territorial et souveraine. Mais dans l'option sociologique, on vous dira que c'est une collectivité humaine établie sur un territoire définie par des frontières bien délimitées sur laquelle s'exerce un pouvoir politique ou encore sur laquelle existe une souveraineté. Alors, quand on regarde à partir de cette définition, on se rend bien compte que l'État est structuré autour des institutions fortes telles que l'exécutif, le législatif et le judiciaire. Alors, à quel moment cette affaire prend des proportions étatiques? D'abord la qualité, d'abord la nature de l'assassinat. On se rend bien compte que ce n'est pas un bandit de Ndokoti qu'on a pris pour aller assassiner Martinez. Ce sont des méthodes dignes d'un État. Et au-delà de cela, la qualité des personnes qui interviennent montre à suffisance que, ou atteste à suffisance qu'il s'agit là des personnes qui incarnent l'autorité de l'État. Donc, pour vous répondre de la manière la plus simple, on dira tout simplement que c'est une affaire d'État par la méthode avec laquelle Martinez Egua a été tué et une affaire de l'État au regard des personnes ou de la qualité des personnes qui ont justement pris part à présumer, voilà, si vous voulez présumer, avoir pris part à cet assassinat. Mais, ce genre-là, il faut noter une chose qui me semble capitale, c'est simplement que dans la logique étatique, ou du moins l'État a pour mission constitutionnelle ou tribunicienne de protéger ses citoyens. Et la Constitution est suffisamment claire. On dit ceci que, quel que soit l'acte qu'un individu ou un citoyen a posé, on ne saurait prendre des actes qui portent atteinte à sa dignité, à sa réputation, voilà, à son intégrité physique. Et la dernière fois, sur ce plateau, j'évoquais justement le cadre juridique dans lequel exercent les médias. Je vous ai indiqué que le cadre juridique revient à ce qu'on a appelé le régime répressif. C'est-à-dire que la liberté, c'est le principe et la mesure d'exception, la restriction de ces exceptions. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que si, à son émission, Serge Alain-Otto a offensé un individu, ce dernier donc doit utiliser les voies républicaines. C'est-à-dire, je me sens lésé par ce qu'a dit tel et qui a porté atteinte à mes droits les plus juridiquement protégés. Qu'est-ce que je fais? Je saisis la justice. Et c'est pourquoi nous sommes dans un état de droit. Ça ne va pas rester des expressions creuses, justement, pour que les gens comprennent que à partir de là, nous sommes dans un état de droit. Et, M. Serge-Alain-Otto, ce qui se passe est suffisamment inquiétant pour l'image du Cameroun.
j'ai dû lire quelque part le président du JICA, M. Célestin Tawamba, qui évoquait par exemple l'idée de ce que cet assassinat peut être de nature à chasser les investisseurs. Et c'est extrêmement dangereux. Et avec ce qui se passe, les Camerounais commencent clairement à comprendre que il y a deux camps qui sont constitués et qui sont suffisamment puissants. Mais maintenant, un camp le plus malin a utilisé des stratégies justement pour mettre à mal l'autre camp. Et à partir de là, on se rend bien compte que l'aboutissement de tout cela tourne en fait sur le sort qui est réservé au président de la République. En réalité, la lecture que nous devons faire, qui est profonde, puisque nous parlons d'une affaire d'État, et vous savez que le chef des institutions, c'est-à-dire la clé de voûte des institutions dans un État, c'est le président de la République. Cela veut donc dire que l'analyse que nous devons faire ce soir va consister à indiquer que dans cette affaire qui se passe, si le président de la République apporte un règlement qui n'est pas suffisamment fort et téméraire, c'est lui-même qui est totalement exposé. Parce qu'on commence à voir que la cruauté qui a été portée sur Martinez-Zogo est un message suffisamment fort. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe? On tue quelqu'un, on lui ampute un certain nombre des organes, on découpe sa langue. C'est pour dire en réalité que les feux, comme quelqu'un le disait, le grand soir sera d'une cruauté à nul autre pareil. Et à partir de là, on commence à comprendre que si dans cette affaire, il n'y a pas une issue favorable en termes justement de sanctions sévères, ce que notre chef de l'État, je suis très inquiet pour lui, si en réalité il ne prend pas des mesures fortes, c'est peut-être vers lui que l'assommoir risque de s'abattre. Donc nous pensons que c'est une affaire d'État au plus haut niveau. Au plus haut niveau. Parce que, si j'avais te rappeler, vous mardi dernier, sur ce plateau, je vous ai dit, le président de la République est déjà suffisamment informé sur cette histoire. Il connaît qui sont les commanditaires, il connaît qui sont les exécutants. La preuve, en mettant de manière subtile et sibylline de côté le judiciaire, c'était déjà tout. En fait, le président annonçait déjà les lignes de force. Et à partir de là, vous vous rendez compte que lorsqu'on met en place la police et la gendarmerie pour enquêter sur cette histoire, en mettant de côté sensiblement la justice, c'est qu'il y a des soupçons certainement qui pèsent sur un certain nombre de personnalités. Et le président de la République a vu tout cela venir, et d'où donc la mise en place de ces organes que nous voyons aujourd'hui. Donc, M. Serralot, je voudrais achever en indiquant que Dieu intercelle jaillissent les flammes. Et si cette affaire ne trouve pas une issue téméraire, c'est-à-dire qu'en fait, le chef de l'État puisse pour une fois mettre en exergue ces concepts de départ de 82, rigueur et moralisation, je pense que si la rigueur disparaît dans cette affaire, ce sera très compliqué. Et je finis par là pour souligner que beaucoup de gens ont fonctionné avec le chef de l'État, mais jusque-là, ils ne l'ont jamais maîtrisé. Et François Mattei disait que le président Paul Biya, c'est l'homme le plus énigmatique que l'Afrique et le monde connaissent. Cela veut dire que lorsque son image sera écornée, le président de la République est prêt à balancer au vautour ou au loup, justement, ses relations les plus loyales et les plus fidèles. Donc, c'est pour dire en réalité que cette affaire que vous mettez sur le point du débat aujourd'hui est une affaire extrêmement sensible et je ne chute pas l'énigme de la rivière. Vous savez, l'énigme de la rivière voudrait qu'on commence par pêcher. Vous voulez ça pour la fin de l'émission? Oh non, je vais revenir avec autre chose. J'ai fini, il y a deux choses. Dans l'énigme de la rivière voudrait qu'on pêche d'abord les petits poissons avant de récupérer les gros poissons. Ok. Docteur Aristide Mono, vous également, vous êtes pour parler d'affaires d'État, l'affaire Martinez-Zogo. Tous les éléments sont réunis pour qu'on puisse aisément parler d'affaires d'État. Dans ce cas-ci, je ne parlerai pas d'affaires d'État. Affaires d'État, c'est beaucoup d'habillage, c'est beaucoup de conciliation dans le langage. Parlons de crimes d'État, en principe, tel que cela a été originellement intitulé. Et lorsqu'on parle de crimes d'État, il y a plusieurs hypothèses. Soit l'État pense le crime, soit l'État exécute le crime, soit l'État est impacté par le crime,
soit le crime commis impacte un État tiers, soit les ressources de l'État ont été utilisées dans le crime. Alors, dans le cas d'espèce, c'est beaucoup plus l'usage des ressources de l'État. Les ressources intellectuelles de l'État, la manière dont l'État opère, c'est-à-dire les répertoires d'action de l'État. Par exemple, dans la répression, vous voyez que le récit de la mise à mort de Martinez Ozogo n'est pas assez différent des récits souvent recueillis suite à des interpellations des Camerounais par les forces de l'État. Le mode opératoire, peut-être on n'arrive pas toujours à des exécutions, mais toujours est-il que la torture infligée a souvent été mobilisée par les forces de l'État. Il y a également les ressources même de l'État, les ressources institutionnelles de l'État, parce qu'on peut utiliser l'institution pour tuer, donc faire peur ou faire fléchir quelqu'un qu'on veut, à qui on veut régler un compte. Il y a également le personnel même de l'État qui peut être investi dans une mise à mort. Il y a également le matériel de l'État, dont les ressources matérielles de l'État qui peuvent être engagées dans le crime. Et je pense que c'est dans cette dernière réflexion qu'il faut inscrire le qualificatif crime d'État dans le cas de l'exécution de Martinez Ozogo. Au regard des éléments qui sont déjà produits, même si on est dans la présomption, mais ça peut être une présomption culpabilisante, autant pour moi, ça veut dire qu'il culpabilise, juste qu'on ne veut pas aller vite, on veut juste permettre aux droits d'être respectés et tout, mais fondamentalement, si vous avez des récits assez concordants qui indiquent clairement comment les uns et les autres ont opéré, le droit devient tout simplement, ou le droit dans ce sens, où la procédure judiciaire dans ce sens n'est que cosmétique, parce qu'on sait déjà, on maîtrise déjà pratiquement le résultat. Maintenant, il y a un problème, c'est que, est-ce que c'est donc effectivement l'État, au sens de la définition juridique et sociologique, produite tout à l'heure par le docteur Luison? Je dirais tout simplement non. Parce que l'État doit être assis sur le droit. Sans le droit, il n'y a pas État. C'est pourquoi certains estiment que l'État de droit est une tautologie. Parce que l'État ne doit exister que dans le droit. Deuxièmement, le droit sur lequel repose l'État doit être droit. Troisièmement, l'État doit être légitime. Et l'État, dans le cas d'espèce, n'est pas l'État dans ses différentes composantes. Les composantes qu'on observe dans la définition sociologique, les composantes qu'on observe dans la définition juridique. On est beaucoup plus dans une seule composante, qui est le pouvoir rationnel légal. C'est-à-dire le léviathan. On n'intègre pas les aspects physiques de l'État, c'est-à-dire la géographie. On n'intègre pas les aspects démographiques de l'État, mais l'aspect institutionnel. Ce qu'on appelle ici les gouvernants. Donc, État qui est mis dans le crime d'État, c'est le crime du gouvernement, en fait. Et je disais tout à l'heure que ce n'est pas forcément l'État au sens de la définition des scientifiques. C'est plutôt l'État privatisé. Ça veut dire que des individus ont récupéré l'État, ils ont amené en brousse l'État ailleurs. Ils ont amené l'État en clandestinité. Ils prennent les ressources de l'État pour aller opérer dans la nuit. Ils prennent les ressources de l'État pour aller opérer en clandestinité. Et tout ce qui se passe aujourd'hui, dans le cadre de la mise à mort, se passe également même dans des élections. C'est-à-dire on récupère les prados de l'État pour aller frauder les élections. On utilise le personnel de l'État, que sont par exemple les chefs traditionnels auxiliaires d'administration, pour frauder les élections. Mais dans le cas de Martinez Ozogo, on a utilisé les moyens de l'État pour aller tuer. Au regard de ce qui est en train de s'observer. Parce que moi, je continue de dire que je ne vais pas être assez galant dans le langage en essayant de faire comme s'il y avait une présomption. Non, pour moi, dans mon cœur, je l'ai toujours maintenu. Ce sont ces gens qui ont tué Martinez Ozogo. Ce ne sont pas des gars de Mokolo, des gars de Nkolo, ce sont ces gens qui ont tué Martinez Ozogo. Et ils savent. Et entre-temps, on engage l'État, l'État objectif, dans cette histoire, on aura l'impression que
ce sont des Camerounais constitués en État qui ont tué Martinez Zogo. Non, c'est l'État privatisé, des individus qui ont décidé de prendre l'État et d'aller l'utiliser à d'autres fins. Donc, il se cache derrière l'État, derrière la dénomination État pour opérer. Ils vous disent souvent la raison d'État. Quelqu'un veut régler ses comptes personnels, il dit la raison d'État. Quelqu'un a un problème au quartier, il utilise la police, il vous dit la raison d'État. Mais ce qui fâche dans cette histoire, c'est que l'État lui-même n'arrive plus, l'État privatisé n'arrive plus à se contrôler. Tellement ils ont privatisé que tout le monde est dans le mapartisme de l'État. Chacun prend l'État de son côté. Si on laissait la procédure judiciaire, ceux qui contrôlent l'architecture judiciaire allaient récupérer l'appareil judiciaire de leur côté. Maintenant, on a opté pour la procédure administrative en activant des leviers qui avaient moins d'acquaintance avec l'appareil judiciaire, c'est-à-dire la police et la gendarmerie. Dieu seul sait quels sont les rapports entre les patrons de la gendarmerie et de la police avec l'autre camp qui contrôle le judiciaire. Et maintenant, on est dans une situation de débandade. Et c'est le grand soir qui s'ouvre, en fait. Martinez Zogo n'est que l'attentat de Sarajevo dans l'affaire. Et c'est pourquoi je continue de nourrir mon petit doute. Parce que je me dis, si ces gars, finalement, acceptent faire toute la lumière sur l'affaire, ça sera la déflagration totale de l'ogre de 82. Et le grand soir qui est en train de s'observer, on est en train de vivre comme ça, le match d'ouverture. Il n'y a qu'une seule personne pour agir et refermer rapidement la compétition. C'est le président de la République. Alors pourquoi vous doutez? Malheureusement, donc, on a un problème. Malheureusement, on a un problème, Serge. Docteur Monon, pourquoi vous doutez donc? Malheureusement, on a donc un problème. Vous-même vous dites oui, que c'est le président de la République. Voilà pourquoi vous doutez. Maintenant, donc, interroger la volonté déjà du président de la République à pouvoir mettre un terme au match. Interroger la capacité du président de la République à mettre un terme à ce match. Parce qu'il faut dire que donc vous croyez le président, tel que c'est parti, non, là, le président ne va pas. Quand il nous appelle le 31, oui. Il ne nous appelle pas pour rien. Il nous appelle parce que les créatures sont en train d'échapper au contrôle du créateur, qui sont devenus plus forts que le créateur. Le président a demandé que les Camerounaises et les Camerounais de bonne volonté puissent l'accompagner. Les Camerounais et les Camerounaises de bonne volonté. Oui, donc ça signifie toutes ces banques qu'il a dépassé. C'est ça. Peut-être qu'il a constaté. Non, il ne nous a pas appelé pendant 40 ans. Mais lorsqu'il vous empêchez le président à un moment de reconnaître que bon voilà, peut-être qu'on va utiliser toutes les ressources. Oui, mais pourquoi vous voulez l'empêcher de voir les choses comme ça? Mais c'est une bonne initiative. Malheureusement, cette initiative arrive où les choses sont totalement ouvertes. Ça veut dire que les blessures sont totalement ouvertes. Oui. C'est car, comme je l'ai toujours dit, l'accumulation des ressources, les vols en milliards, répondait à un seul idéal: comment se sauver en cas de déflagration totale au cas où le président part. Donc je disais tout simplement en d'autres termes que ces gars préparaient la guerre civile. Non, c'est trop... juste dire un mot. Oui, Alessi Mono, là c'est un peu trop fort parce que l'État... Non, je dis... Non, pas sur la guerre civile. Non, préparer... Je reprécise. Bon, ok. La guerre civile, il y a un rapport de la Banque mondiale qui avait été produit, je pense, en 2014, qui disait que lorsque vous fermez les voies d'accès au pouvoir, les voies d'accès démocratique au pouvoir, forcément vous amenez ceux d'en face à emprunter d'autres chemins, par exemple le coup d'État. Ils expliquaient le coup d'État. Ils estimaient également que le fait d'affamer un peuple amène les uns et les autres à faire allégeance à des opérateurs du crime, à des opérateurs de la guerre civile. Okay. Donc lorsque je parle de la guerre civile, ce n'est pas, je ne sais pas pourquoi ça fait peur. Ce sont des réalités en Afrique et nous devons vivre avec. Même la manipulation des communautés ethniques, ça provoque la guerre civile. Le Nozo, tout le monde a vu les éléments conflictogènes s'entasser. Malheureusement, on n'a pas voulu aborder la chose de manière froide. Okay. Donc c'est dans ce sens-là, je n'ai pas dit qu'ils ont acheté les armes. Rapidement... Non, j'aime juste... Aristide, à un moment donné, il a évoqué l'idée de l'État privatisé. Ouais. Vous savez, quand l'État est déjà privatisé, c'est que ce n'est plus l'État. La bonne expression, c'est l'État approprié.
Parce qu'en fait, les gens se servent des ressources de l'État pour agir. Donc, ils s'approprient ces ressources-là pour agir. Parce que dans la conception, justement, de l'État privatisé, cela renvoie justement à ce que Bakounine a appelé la nécessité, justement, de la disparition de l'État. Parce que l'État devient une personne morale de droit privé. Cela rompt avec sa conception originelle, qui voudrait que ce soit une personne morale de droit public. Maintenant, autre élément qu'on peut évoquer, c'est qu'aujourd'hui, avec la théorie de l'autolimitation, c'est-à-dire que développée par Ehring, il se voudrait que l'État, quoique disposant des éléments de puissance, doit rester dans la logique de la soumission au droit. Et c'est pourquoi je revenais tout à l'heure en indiquant que, quels que soient les cas qui sont évoqués et que les actes qui sont commis par un individu, on doit savoir que la logique de l'état de droit nécessite et exige que nous empruntions des voies républicaines. Si quelqu'un vous a causé un tort, saisissez les juridictions compétentes. Ok, barrister Danfou, appropriation des moyens de l'État, privatisation des moyens de l'État, c'est le cas aujourd'hui. Yes. Vous vous situez où? No, pour ce cas-ci, on no. s'est approprié les moyens de l'État ou bien on les a privatisés pour agir? Concerning this case, we are all seeing that some individuals have appropriated themselves with financial resources because there is a budgetary line that only some particular individuals know how that line is being managed. So that they have been embezzling in that line for their own personal gains. How do you explain that with all medias that we have in Cameroon, just one particular media is benefiting from that line? So some individuals have decided to appropriate the financial resources of the state for their own personal egos. When you even see that those persons acting vis-à-vis Cameroonians, to them, they have no feeling. How do you explain that an individual will be in his possession or will embezzle 196 billion? He's keeping that money for what? So just to tell you that the laxity that has been ongoing, knowing fully well that the president is a slow-paced person, he will take time before even reshuffling the government. We have been crying that things are not working. Reshuffle the government, you will not see him. So that laxity was open. They decided to appropriate themselves financial resources of the state for their own personal ego. Okay. And when we say that this issue too is very, very calling, when you start seeing that the direction general of our external research is being manipulated, it is very serious, because I think that is the most closest body of security that the head of state works with. Yeah. If already individuals can be able to buy that state service for their own personal ego, then we are all finished. Meaning that national individuals can buy the service, foreign bodies can still come and buy that service to attack Cameroon. So that is why I think the head of state was very firm. And I think that if he's not able to manage this crisis very well, then the consequences will be very catastrophic. Sergent Henri Calbert, vous êtes également inquiet par rapport à cette implication supposée de la DGRE dans cette affaire? Bon, écoutez, ça démontre à suffisance tout simplement à quel point le Cameroun et l'entourage du chef de l'État a installé un système hyper mafieux autour de lui pour mieux gérer, n'est-ce pas, les outils de l'État. Parce qu'à mon avis, je reste convaincu, contrairement au docteur Aristide Mounou qui dit que c'est un crime d'État. Non, je me dis, pour moi, c'est une opération clandestine qui a mal tourné parce que, selon encore certaines sources proches de Reporters sans frontières, il se dit que la direction générale de la recherche extérieure n'a pas ce mode opératoire. Ils ont un mode opératoire élimination directe, sans trop de bruit. Donc ceux qui l'ont fait sont sortis des canons de ce qui se produit souvent à l'intérieur de cette maison. Première des choses. Deuxième des choses qui prouvent que c'est une opération clandestine, je ne suis pas certain qu'il y a un document officiel qui vient d'un donneur d'ordre. C'est-à-dire, lorsqu'ils vont en mission, on met les gars en mission, vous mettez le carburant. C'est des gars qui fonctionnent généralement entre 23h et 4h du matin ou 22h et 4h du matin. Je suis un peu proche de cette maison-là. Je ne me cache pas en disant que j'ai des connaissances de ce côté-là.
Mais je suis convaincu que ce n'est pas le mode opératoire. Mais ce qui m'intrigue un peu, Serge Alain, si vous permettez, je vais rentrer un peu sur les dénonciations de Martinez. La fameuse ligne 94 dont Martinez a parlé pour aller un peu dans le sens de Barrister Tanfou. Moi, j'ai passé 3 ans à attendre que le DPIP, dont je vais taire le nom, je crois qu'il est déjà assez connu, nous paye dans un marché de plus de 700 millions. 3 ans. DPIP, tout ce qui a été marqué, provision insuffisante, provision insuffisante, provision insuffisante, malgré la demande et les injonctions du Premier ministre Yann Philémon à l'époque. 3 ans. Jusqu'à ce que les banques nous mettent le grappin dessus, qu'on soit pressé et qu'on mette la clé sous le paillasson. Comment se fait-il que quelqu'un gagne des marchés de milliards avec des établissements, des ETS, et il est payé aussi aisément? Nous qui venons avec des sociétés, des SA, des SARL, nous avons des problèmes à la direction de la programmation des investissements publics qui, à l'époque, je suppose encore, était logé à l'immeuble Amakam, à Yaoundé. Au premier étage, vous avez à droite le bureau du DPIP qui était introuvable. Je suis allé voir l'IG, l'inspecteur général, une dame à qui j'ai demandé est-ce qu'elle pouvait me faciliter de rencontrer le DPIP parce que le ministre des Finances m'a fait recevoir par un autre directeur général. Dès que j'ai prononcé le nom de ce monsieur, le DPIP, elle m'a dit dans ce cas vraiment retournez voir le ministre. Alors vous comprenez que pour avoir des facilités à se faire payer aussi vite, alors qu'un établissement, et que Mme Emilienne Vogo, qui est aujourd'hui en prison, pourchassée par ce monsieur, demande tout simplement qu'on paye les impôts. Oui, bon, elle a été... voilà, elle a été arrêtée parce qu'elle a quand même passé quelques nuits à prison centrale de Kodangui et elle est ressortie. Tout ce qu'elle demandait, c'était un rappel en lui disant « Monsieur, vous devez payer les impôts ». On dira peut-être que c'est l'autre camp qui faisait pression pour fragiliser un camp, mais il est de droit que ce monsieur aujourd'hui qui est indexé, qui est sur toutes nos lèvres, non seulement ne s'approprie pas les biens ou alors les outils de l'État auxquels nous contribuons pour faire leur sale besogne. Donc pour ma part, je réitère en disant que là où Martinez Ogo sera inhumé, sa sépulture devra devenir un lieu de pèlerinage pour bon nombre de Camerounais. Parce que forcément, il y aura un après Martinez Zogo ici au Cameroun. Il y aura un après. Parce que de mémoire, depuis 40 ans, peut-être certains palonistes l'auront appelé là tout à l'heure, nous n'avons pas vu pareille mobilisation. Gendarmerie, police, sur une enquête instruite par le chef de l'État. Nous avons eu des assassinats ici, ciblés et tout, empoisonnés. Un ministre va être enterré d'ici peu, on n'en parle pas. Merci. Donc, voilà, on revient, je pense que voilà, c'est une affaire assez sérieuse. Voilà, on revient après le 20h tout à l'heure, madame, monsieur, pour la suite. Et qu'il en soit, ce sera la deuxième partie. Le débrief du journal, mais dans quelques instants, suivez JBB dans le 20h le plus attendu de la planète. Dans un instant, madame, monsieur.